D'abord, est-ce que vous ne regrettez pas cette intervention, au moins sur la forme? Non, pas du tout. Moi, depuis que je suis élu, j'allume des bougies, je fais des minutes de silence et je rends des hommages. Il faut qu'à un moment ou à un autre, ça s'arrête et qu'on dise les choses. Le lendemain de l'intervention du garde des Sceaux, qui ce jour-là était en avocat, c'était pas le garde des Sceaux de la République, on attendait des réponses sur le fond. Le lendemain, le gouvernement dit oui, il y a un problème sur les OQTF dans notre pays. Hier au soir, le président Macron réaffirme sa volonté de faire 100% d'OQTF réalisés. Il y a un vrai sujet, un vrai problème dans ce pays. Mais là, je vous interrogeais justement sur la forme. On est 4 jours après le décès de cette petite fille. On est à l'Assemblée. Est-ce que c'est le moment d'amener ce débat? Mais quand doit avoir lieu le moment? Depuis l'affaire Lola, il y a eu 4 autres affaires quasiment de la même intensité, produites par des gens qui sont sous OQTF. Le viol à Marseille, la femme attaquée à Nantes, etc. Donc, on doit arrêter de ne pas dire les choses. Nos concitoyens n'en peuvent plus. Et je peux vous assurer que depuis cette intervention à l'Assemblée nationale, si vous saviez le nombre de milliers de messages que j'ai reçus en disant « vous avez dit tout haut ce que les Français pensent tout bas ». Et est-ce que vous comprenez que ça a pu choquer une autre partie de la population, peut-être, qui trouvait que c'était effectivement pas le bon moment, que ce n'était pas une question de fond, mais que sur la forme, il aurait peut-être fallu attendre un peu? Ça, ce sont des débats sur un plateau télé. Dans les faits, dans la pratique, on a un sujet sur les OQTF dans notre pays. C'est un vrai problème. Et on n'a pas les réponses. On n'a pas les réponses aujourd'hui, alors qu'on a un président qui nous dit « je veux 100% d'OQTF réalisés ». Et nous, on propose, et moi je propose, encore hier, à l'Assemblée nationale, en commission des lois, j'ai proposé l'idée du bracelet électronique. Il y a des solutions à apporter pour éviter qu'on subisse ces situations. Il faut de la volonté et des moyens. Il faut plus de moyens pour les reconduites à la frontière. Moi, je propose le bracelet électronique. Je propose aussi qu'on revienne au délit de séjour irrégulier sur le territoire. Et puis enfin, quand on regarde les statistiques, il y a 50% des OQTF qui concernent 5 pays. Est-ce que la France, 6e puissance mondiale, ne peut pas, avec ces 5 pays, engager des relations bilatérales et faire preuve de courage, de force, pour que ces pays reprennent ces ressortissants qui sont sous OQTF? Je vais vous dire, il y a 2000 places en CRA en France. C'est très peu. Actuellement, le budget que nous a proposé Gérald Darmanin, on prévoit 300 de plus. On en a proposé 600 de plus avec Éric Ciotti. Mais je vais vous donner un autre chiffre qui est parlant en termes de volonté politique et de moyens. Dans le même budget qui vient d'être adopté avec le 49.3 sans débat, il y a 6000 places pour les demandeurs d'asile. Donc l'État a la volonté et les moyens pour créer 6000 places pour les demandeurs d'asile, et il n'accepte pas de faire 600 places de plus pour les centres de rétention administrative, alors qu'on a un problème d'OQTF sur le territoire. Voilà un vrai sujet. Moi, je vais proposer aussi qu'on supprime automatiquement et systématiquement toutes les aides sociales qui sont versées à des étrangers en situation irrégulière frappés par une OQTF. C'est quand même extraordinaire qu'une personne de nationalité étrangère qui est sur le territoire, qui fait l'objet d'une OQTF signée par un préfet, continue à bénéficier d'un certain nombre d'aides alors qu'on n'arrive pas à la renvoyer dans son pays. Enfin, voilà des éléments nouveaux qu'on va proposer d'inscrire dans la loi. L'enjeu, c'est de l'avenir de la droite républicaine. Est-ce qu'on veut se dissoudre et disparaître au profit d'un côté du macronisme et de l'autre côté de l'extrême droite? Moi, je crois que la droite républicaine, elle a un avenir dans notre pays. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une voix forte qui soit, je le dis des fois à certains de vos collègues, qui soit capable de passer le mur du son médiatique. On ne nous entend pas, les Républicains, depuis un certain temps. Ce qui s'est passé au cours de la dernière année n'est pas de nature à nous donner de la force. On a besoin aujourd'hui d'une voix forte. Et aujourd'hui, celui qui incarne cette voix forte au sein de la droite républicaine, par rapport à ses prises de position, notamment sur le régalien, c'est Éric Ciotti. Et contrairement à l'idée, à l'image qu'il peut avoir, moi j'ai travaillé avec lui au Conseil général, ça a été mon président pendant plusieurs années. Éric Ciotti, c'est quelqu'un qui est capable de rassembler et capable de travailler avec toutes les sensibilités. Et dans son équipe, et je finis avec ça, moi j'étais porte-parole de Valérie Pécresse, Geoffroy Didier était le responsable de la communication de Valérie Pécresse, Frédéric Pechnard était un très proche de Nicolas Sarkozy. Il y a une pluralité de personnalités à ses côtés qui veulent le voir arriver à la présidence du parti. Bon, en tout cas, si Éric Ciotti devient le patron des Républicains, vous ne passerez pas par la case primaire cette fois. Le candidat semble tout désigné. Pour lui, ce sera Laurent Wauquiez. Franchement, désigner un candidat 4 ans et demi avant une présidentielle, est-ce que ça a déjà marché par le passé? En tout cas, ce qu'on est sûr, c'est que 2 fois, on a essayé les primaires et 2 fois, ça a été un échec.
Donc moi je ne suis pas favorable à l'idée de dire jamais 203, il faut qu'on apprenne de nos échecs. Donc ce que dit surtout Éric Ciotti, c'est qu'il dit plus de primaire. Et je pense qu'il a raison. L'ADN de la droite, c'est l'ADN du chef. Mais est-ce qu'il a raison de vouloir Chirac, désigner Sarkozy. tout de suite un candidat? Je finis mon raisonnement. Donc il dit clairement plus de primaire et on modifie les statuts pour qu'il n'y ait plus de primaire. Ça c'est le premier engagement. Deuxième engagement, il dit il nous faut une incarnation. La droite, elle ne vit et elle ne s'entend que lorsqu'elle est incarnée. Éric Ciotti, à titre personnel, dit moi, le meilleur candidat aujourd'hui de la droite, c'est Laurent Wauquiez. Il a le mérite et la clarté de le dire. On a trop souvent souffert à droite de ne pas dire les choses. Je reviens à votre question tout à l'heure par rapport à Lola et aux OQTF. On doit dire les choses avant. Au moins, c'est clair. Ceux qui voteront pour Éric Ciotti, ils savent qu'il n'y aura plus de primaire, que dans l'année qui arrive rapidement, il modifiera les statuts et que lui, à titre personnel, proposera Laurent Wauquiez. Donc moi, je trouve qu'on est dans la clarté, dans la transparence, c'est ce qui nous manque à droite. Dans votre circonscription, il y a un secteur, ce n'est pas le camping, mais qui est en grande difficulté, ce sont les verreries. Vous avez beaucoup travaillé sur ce dossier. Les fours des verreries doivent tourner en permanence, ils consomment énormément d'énergie. Vous avez vous-même, en tant que député, alerté Olivia Grégoire, la ministre en charge des PME, de l'artisanat et du tourisme, sur le sort de ces artisans verriers. Évidemment, la flambée des prix du gaz et de l'électricité, beaucoup d'entre eux sont vraiment aujourd'hui menacés. Est-ce que vous diriez que les choses sont suffisamment prises en compte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Non, c'est pas suffisamment pris en compte à l'heure où on se parle. Parce que ce sont des entreprises très particulières, des entreprises qui ont une vocation industrielle, mais qui jouent un rôle en termes d'attractivité touristique et qui vivent du tourisme. La Verrerie de Biot, par exemple, c'est 600 à 700 000 visiteurs par an. Ces entreprises qui sont dans le domaine d'un artisanat très particulier que sont les verreries, ont besoin pour leur production d'énormément de consommation d'énergie, électricité et gaz, et ont donc, si on rentre un petit peu dans le détail, des compteurs qui sont anormaux par rapport à la taille de leur entreprise de manière traditionnelle. Et aujourd'hui, la réponse du gouvernement est très floue là-dessus. C'est ce qui fait que moi je suis très inquiet, notamment pour les artisans verriers en général, mais en particulier pour la verrerie de Biot. C'est pour ça que j'ai sollicité la ministre pour qu'il y a besoin d'avoir un peu une lecture chirurgicale sur ce type d'entreprise. Qu'est-ce que vous lui demandez concrètement ? On lui demande de prendre en compte ce type d'entreprise puisque le gouvernement annonce un bouclier tarifaire qui, de ce que j'ai compris, va s'adapter beaucoup aux particuliers, mais ça reste très flou sur le monde de l'économie et sur les entreprises. Ils ont annoncé aussi des mesures pour les TPE, PME, ETI, donc les petites et moyennes entreprises. Moi, je demande d'aller encore un petit peu plus loin dans l'analyse et prendre en compte des entreprises type Verrerie de Biot. Mais avec, par exemple, un bouclier tarifaire spécifique ? Avec un tarif réglementé. Il y a besoin de réglementer ce tarif, parce que pour la Verrerie de Biot, ils avaient en moyenne 80 000 euros par an de consommation d'énergie. Ils risquent de passer à plus de 400 000. C'est-à-dire qu'ils mettent la clé sous la porte. Je ne suis pas persuadé que ce qui a été annoncé cet après-midi est bien adapté. Soit bien adapté à ce mode de fonctionnement. Un verrier, par essence même, il consomme beaucoup plus d'énergie qu'une entreprise de même taille qui est dans un autre domaine d'activité. Parce que les fours, ils ne peuvent pas dire le soir, je coupe mon four. Le four continue à tourner toute la nuit, même s'ils ne travaillent pas, même s'ils ne produisent pas.